Mesdames et messieurs, bonjour. Vincent Boireau, avocat et président de la Fédération Résistance Civique. Merci d'avoir répondu à notre appel aujourd'hui, de venir ici pour qu'on vous présente la naissance de cette fédération. Donc une fédération Résistance Civique Réunion Mayotte qui voit le jour aujourd'hui, et j'ai l'avantage de vous la présenter. Très rapidement, très succinctement, une fédération dont l'objet aujourd'hui, dans le débat que vous connaissez aujourd'hui sur la crise sanitaire et les mesures prises par le gouvernement, une fédération dont l'objet principal est de fédérer toutes les forces vives, toutes les associations qui ont déjà œuvré dans ce domaine depuis le début de la crise sanitaire, toutes les personnes, toutes les personnalités qui ont œuvré dans la défense des libertés citoyennes. Donc les rassembler pour collecter le maximum d'informations, diffuser le maximum d'informations pertinentes auprès de tous ceux qui se posent des questions sur l'atteinte à leur liberté. Aussi réfléchir ensemble que toutes ces forces vives soient aussi une force de proposition aux politiques, à tous les décideurs et éventuellement jusqu'à notre gouvernement et aux parlementaires. Et enfin une force d'action que ce soit sur le terrain juridictionnel, judiciaire, en ce qui nous concerne, nous les avocats, mais également dans la rue, dans l'information apportée aux familles, aux gens, à tous ceux qui se posent de véritables questions. La première question qui nous a été déjà posée, c'était de savoir, mais pourquoi une fédération qui arrive aussi tard, qui arrive 5 mois et quelques après le début de la crise sanitaire? Pourquoi est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Alors je vais vous livrer le récit de notre expérience à nous en tant qu'avocats. Ça fait 5 mois que nos vies ont changé, que vos vies ont changé. Ça fait 2 ans que nos vies ont changé avec le Covid, mais ça fait 5 mois que le gouvernement a fait voter une loi du 5 août qui a modifié notre quotidien, mais qui a aussi qui a eu une déflagration énorme dans le monde des soignants. Et ce débat, même si on l'a vu, s'il a été porté dans la rue, eh bien, il y a 5 mois, il a généré énormément de questions. Beaucoup de questions qui, naturellement, ont été amenés à être posés aux avocats que nous sommes, puisqu'il s'agissait d'une loi. Et cette loi posait des questions d'ordre purement juridique et il nous fallait y répondre. Nous étions sans doute peut-être les mieux placés pour y répondre. Et nous nous sommes mis, avec ma consoeur Laetitia Rigaud, avec Clotilde Pauvert de Saint-Pierre, nous nous sommes mis à la disposition de tous ceux qui avaient des questions à nous poser. Et très vite, nous avons vu que, d'une part, la loi était obscure. Elle se voulait simple, elle se voulait directe, elle se voulait efficace, mais elle laissait des zones d'ombre infinies et des questionnements très graves. Et la deuxième chose que nous avons constatée, c'est que les gens qui étaient concernés par cette loi, les soignants et toutes les professions assimilées, eh bien, n'avaient pas des réponses importantes à des questions vitales. Et ces questions étaient surtout la survie de leur profession, la survie de leur métier, des gens qui, en 2 mois, puisque c'était le délai qui leur était accordé, en 2 mois, eh bien, perdaient des années de formation, perdaient des années de garde, perdaient tout ce qu'ils avaient investi au service des établissements de santé dans lesquels ils travaillaient. Et ces personnes se retrouvaient à la rue, ces personnes ne payaient plus leur loyer, ces personnes ne pouvaient plus payer leur crédit immobilier, ne pouvaient plus prévoir les études de leurs enfants, ne pouvaient plus simplement subvenir à leurs propres moyens. Et on nous disait, oui, mais c'est un choix qu'ils ont fait. Et ce choix, ils doivent l'assumer. Et en tant qu'avocat, on se disait, effectivement, c'est un choix, et ces personnes ne sont pas des illuminés parce que nous les avons rencontrés, nous avons discuté, nous avons vu que ces choix, en fait, étaient impossibles à faire. Ces personnes se retrouvaient confrontées au choix impossible de perdre leur métier, ou alors de perdre ce qu'ils avaient comme conviction la plus profonde, c'est qu'ils ne souhaitaient pas se faire vacciner. Alors, devant ce choix impossible, évidemment, notre vocation d'avocat était de trouver les moyens, de trouver les solutions. Nous avons essayé d'apporter le plus de conseils. Nous avons vu très vite que ces personnes, toutes ces forces vives, déployaient une énergie folle.
mais que cette énergie, elle n'était pas inépuisable et que, au final, on sentait bien que les mois passaient et qu'il y allait avoir de plus en plus de difficultés à maintenir un niveau de résistance et un niveau de combat suffisant, surtout que les réponses qui étaient apportées par les juridictions n'étaient pas favorables. Alors est née l'idée est bien de regrouper toutes les forces vives, d'où qu'elles soient, des soignants, des parents, avocats ou autres ressources, pour qu'il y ait un outil qui puisse à la fois autant représenter toutes ces forces que les continuer à les animer, à leur donner un moyen de communiquer entre elles, et surtout et maintenant, encore plus aujourd'hui, cet après-midi, d'entrevoir des actions plus pertinentes encore pour apporter des propositions, car nous savons que nous sommes à l'aube d'une nouvelle loi et qu'il faut être une force de proposition évidente et une force d'action, raison pour laquelle il nous paraissait important aujourd'hui, là, au début janvier, de lancer cette fédération. Pour vous parler des actions, pour vous parler de ce qui va venir, je vais laisser la parole à ma vice-présidente, Laetitia Rigaud. Merci Vincent. Oui, moi je vais vous parler des actions de la fédération. Alors, on a un président ce matin, hier soir, qui a déclaré que les lois qui sont en discussion au Parlement sont des lois qui sont faites pour emmerder les gens qui ne souhaitent pas se faire vacciner, et que les gens qui ne souhaitent pas se faire vacciner sont des irresponsables, et qu'à ce titre-là, ce ne sont plus des citoyens français. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que nous, avocats, mais également associations et collectifs de membres de la fédération, nous n'entendons pas laisser M. Macron nous dire ce genre de choses. Aujourd'hui, nous sommes encore dans un état de droit. Ça fait plusieurs semaines et plusieurs mois qu'on pressent à quel point cet état de droit est malmené et à quel point il est en danger. Et effectivement, c'est pour ça que les avocats que nous sommes entendent aujourd'hui se lever, parce que nous sommes les garants des libertés et des droits de l'ensemble des citoyens. Et à ce titre, nous sommes certainement très bien placés pour effectivement informer et conseiller tous les mouvements de résistance de La Réunion. C'est ce qui justifie que, effectivement, Vincent Waro, Clotilde Pauvert et moi-même, on ait décidé d'entrer effectivement dans ce combat. Alors, ce combat qui est mené par les associations et les collectifs, il n'est pas mené pour aller boire un coup au bistrot du coin, comme l'a dit M. Macron cette nuit. C'est beaucoup plus grave que ça. Et j'en veux pour preuve, je vais vous donner une illustration. En France, jusqu'à il y a peu de temps, on sanctionnait des obligations légales. Tu ne tueras point et si tu tues, je vais te sanctionner parce qu'il y a une loi qui le prévoit et que c'est notre contrat social. On a changé de cadre aujourd'hui parce que ce ne sont plus des obligations légales qu'on sanctionne, ce sont des obligations morales. Mis à part les professionnels de santé, les soignants, les pompiers et les gens qui sont concernés par l'obligation vaccinale, il faut bien comprendre qu'en France aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation vaccinale en dehors de ces professions. Et pourtant, M. Macron a décidé que les gens qui ne se feront pas vacciner, il faut les emmerder. C'est la sanction d'une obligation morale. La sanction d'une obligation morale n'est pas un état de droit. On a quitté l'état de droit. Et on demande à nos députés... On demande actuellement à nos députés de voter une loi pour emmerder leurs concitoyens. Et on va bientôt demander, si cette loi est adoptée aux magistrats, d'appliquer cette loi pour emmerder nos concitoyens. Je pense, vous excuserez le terme, hein, je ne fais que reprendre celui qui a été utilisé par notre président. Parce que de moi-même, je ne l'aurais certainement jamais employé. Nous ne laisserons pas, sans réagir, le gouvernement emmerder nos concitoyens. Voilà, il faut que ce soit dit. Alors, il y a un impact juridique extrêmement grave de tout ce qui se passe. Ces lois sont contraires à l'ensemble de nos engagements internationaux. On peut vous dire le contraire, tout comme on nous dit que le vaccin n'est pas dangereux, alors qu'on n'a pas d'études à 5 ans, ce qui est un recul minimum. En tout état, je n'en sais rien, je ne suis pas médecin. Ça m'interpelle. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ces textes ne sont pas conformes à notre droit international. Donc tout ça, nous entendons le faire valoir. Il n'y a pas simplement un impact juridique, il y a un impact économique derrière tout ça. C'est-à-dire que quand M. Macron emmerde les citoyens français non vaccinés, il emmerde leurs familles, il emmerde également les commerçants, parce que tous les gens qui sont aujourd'hui suspendus et qui ne gagnent plus leur vie, qui ont été mis au banc de la société
parce qu'il refuse la vaccination, ne consomme plus. Il emmerde les commerçants parce que quand on rentre dans un commerce, il faut se faire contrôler. Donc il emmerde un peu tout le monde. Il faudrait quand même comprendre qu'on n'est pas sur un problème de non-vaccinés. Le problème, ou de vaccination, le problème, il est beaucoup plus grave. Il sape les bases de notre démocratie. Donc c'est contre ça, effectivement, que nous entendons lutter. Cette problématique locale économique, elle est extrêmement prégnante. Il y a énormément de sociétés aujourd'hui qui se retrouvent en difficulté économique parce qu'ils ne peuvent plus, elles ne peuvent plus fonctionner normalement. Donc on a un impact juridique incommensurable et un impact économique qui va être extrêmement grave. C'est pour cette raison que nous demandons à Monsieur le Préfet solennellement de nous recevoir pour que nous puissions nous entretenir de ces problématiques avec lui. Il va y avoir une autre problématique locale qui est celle de la date d'application du pass vaccinal dans l'île si cette loi est adoptée. Il faut savoir qu'il y a un abonnement qui a été déposé par Madame Justine Bénin pour demander effectivement un report de l'application du pass vaccinal dans les DOM si cette loi est adoptée. Les DOM, ça concerne évidemment tous les DOM. Monsieur le Préfet va donc être celui, si cette loi est adoptée, qui va décider de la date à laquelle le pass vaccinal va être appliqué dans l'île. Et nous entendons bien échanger avec lui sur cette question qui pour nous est absolument vitale et fondamentale. Donc nous demandons solennellement à Monsieur le Préfet de nous recevoir. Et nous lui demandons de nous recevoir samedi, puisqu'il y a effectivement samedi eu un appel à la mobilisation qui est national. Symboliquement, nous demandons à être reçus samedi par Monsieur le Préfet pour échanger avec lui sur ces questions. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Corinne Doro, qui est représentante de l'association des soignants résistants Réunion Mayotte en Action. Et je vais ensuite passer la parole à Madame Christelle Marty, qui est représentante des parents 974 et qui vont vous dire 3 choses. Non à la 3e dose, non à la vaccination obligatoire, non à la vaccination des enfants. Alors bonjour, je suis Corinne Doro, j'ai 36 ans de sage-femme et je viens pour communiquer de notre situation. Nous, soignants, nous n'avons jamais été confrontés à une situation aussi sombre. C'est une situation sans précédent que nous vivons. Nous avons été empêchés de travailler. Nous avons été laissés sans ressources. Nous avons été empêchés de prescrire. Nous avons été empêchés de proposer des soins de premier recours. Et ça, c'est toucher à toute une éthique de réalité de métier. D'un point de vue sanitaire, je n'ai jamais imaginé une telle aberration. Nous avons été empêchés de travailler parce que je ne voulais pas me faire injecter un produit expérimental. Or, nous savons maintenant, nous avons assez de recul pour savoir que ce produit, il ne nous protège, ni il ne nous empêche de transmettre le virus. Donc, nous avons l'habitude de donner du sens à nos actions. Donc, pourquoi, dans l'urgence, s'ils prétendent que des mesures ont été prises dans l'urgence et un peu, peut-être moins réfléchies, pourquoi est-ce qu'on ne revient pas sur cette réalité? Nous avons fait face à la violence de ces événements en manifestant, en créant des collectifs, en créant des associations, parce que nous voulions vraiment résister et prouver qu'on était là. En fait, c'est pas parce qu'on nous empêche socialement de travailler qu'on peut toucher à notre éthique professionnelle. Nous avons une éthique professionnelle centrée sur l'écoute et les besoins des personnes. Et nous aurions eu vraiment besoin de continuer à réfléchir, à être de la scène et de pouvoir être dans le discernement d'un non qui n'est pas traité de délirant, ou qui n'est pas traité, oui, nous avons été traités de délirants, de sectaires, et c'est d'une violence inacceptable. Et puis, nous avons aussi voulu continuer à communiquer sur la santé, parce que nous les soignants, nous disons toujours que nous sommes des acteurs de santé. Et donc personne ne peut arrêter notre action de santé. Nous avons continué à écouter
Nous avons continué à proposer des ateliers de bien-être. Nous avons continué à proposer notre écoute et notre présence à toutes les personnes, injectées ou non injectées. Au fil de nos actions, de notre réflexion, eh ben, c'est devenu comme une évidence. Parents, soignants, juristes, quel que soit le soignant au sens large, je veux appeler les pompiers, les auxiliaires de vie, au fond, nos missions se rejoignent. Et donc, c'était une évidence qu'il fallait qu'on fédère nos moyens pour faire face à un État tout-puissant. Il fallait qu'on soit une force plus forte. Et c'est pour cela que nous avons décidé, au fil de toutes ces réflexions et de ces actions, d'acter cette fédération. Nous allons agir ensemble pour libérer nos droits, notre liberté. Et nous croyons fermement que la vérité se fera. Et nous croyons fermement que la justice refleurira. Nous demandons immédiatement la réintégration sans condition et immédiate des soignants suspendus. Nous demandons la possibilité pour nos professionnels soignants de premier recours de pouvoir prescrire et de pouvoir être dans la proximité et les soins de premier recours. Nous demandons un hôpital plus fort. Résistance! 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 Je laisse passer un instant l'énergie de Corinne, c'est extraordinaire. Bravo Corinne, merci. Et oui, il y a dans cette fédération le mot résistance et on y tenait. On y tenait. Parce que, alors on a parlé d'il y a quelques mois, 5 mois, je représente ici l'association Parents 974 Mobilisation, ex-collectif Parents 974 Mobilisation, qui est sur le terrain depuis 1 an et demi. Le collectif a été créé après la mesure du port du masque pour les collégiens et les lycéens. Donc ça fait 1 an et demi que nous, les parents, nous avons pris notre bâton de pèlerin et qu'on a tout tenté. On a tout tenté. On a manifesté. On a crié. On a convoqué, on a demandé des rendez-vous au préfet, à la rectrice. Et ce que nous avons en face, je peux vous le certifier puisque j'ai eu vent il y a quelques jours d'un communiqué de la rectrice parlant de ses parents complotistes dont bien sûr qu'il ne faut pas écouter en parlant de nous. J'ai honte. J'ai honte pour elle. Parce que, alors bien sûr je ne juge pas la personne, mais encore une fois, ce rôle en tant que rectrice, elle a à représenter et à entendre les parents qui s'inquiètent fortement. Alors, je me réjouis vraiment d'intégrer, l'association Parents 974 intègre cette fédération parce que nous en avions besoin. Au fond, cette fédération ne change rien, mais elle change tout en même temps. Elle change rien parce que nous existions déjà. Tous les collectifs et les associations, comme disait Vincent Waro tout à l'heure, étaient déjà présentes. Et à la première réunion avec Laetitia, ce qui m'a frappée, c'est lorsqu'elle a dit « Mais toutes ces énergies, elles sont là, mais elles ont besoin de structure. » Alors nous avons rejoint évidemment cette fédération, il n'y avait aucun doute là-dessus, parce que nous avions besoin de cette énergie collective, de cette intelligence collective. Et je peux vous dire qu'elle porte déjà ses fruits, puisqu'on lance officiellement la naissance de la fédération, mais nous avons déjà commencé à travailler ces dernières semaines. Voilà, donc je vous en dirai un peu plus. Moi, si je prends la parole, c'est bien sûr parce que, et je suis soulagée d'intégrer, que Parents 974 intègre cette fédération, parce que l'heure est extrêmement grave, voire dramatique. Et franchement, les mots sont faibles. Nous sommes tous conscients de ce qui est en train d'arriver. Nos adolescents ont déjà en partie été injectés
avec des effets secondaires que nous négligeons, que nous méconnaissons encore. Ça, c'est déjà fait. Et maintenant, ce qui arrive, que nous redoutions depuis des mois, mais on savait que ça allait arriver, c'est les injections pour les plus petits, de 5-11 ans. Et parce que je suis plutôt émotive et émue par rapport à ce sujet, j'ai préféré pour cela m'appuyer sur les propos de la présidente de la Société française de pédiatrie, qui s'appelle Christelle Gras-Le Guen. Voilà. Donc j'ai repris ses propos et je vais vous en livrer quelques éléments, parce que c'est un sujet qui m'impacte tellement que je préfère poser ces éléments avec ce qu'elle dit. Je rappelle simplement que le gouvernement, voici la position du gouvernement, elle est de maintenant vacciner les plus petits, 5-11 ans, parce que voici leur argument, comme les taux de contamination augmentent, et comme c'est la seule tranche qui n'a pas été injectée, évidemment, c'est eux qu'il faut injecter. Voilà quels sont leurs propos. Bien entendu, ils sont conscients et l'ont même dit qu'il n'y avait aucun intérêt, aucune utilité à faire injecter des enfants, puisqu'ils ne développent pas de forme grave de ce virus. Très peu. Il y a eu très peu d'hospitalisation d'enfants, on le sait. Mais l'intérêt serait donc collectif. Pour eux, ce sont les petits qui doivent protéger les plus grands. Personnellement, je suis choquée, et beaucoup de parents le sont. Et à La Réunion, je n'ai pas encore fait le sondage, mais tous les parents que nous rencontrons, parce que nous en rencontrons beaucoup, la plupart, je n'ai encore pour l'instant jamais rencontré de parents qui étaient pour ces injections. Les chiffres en France, 2 parents sur 3 ne souhaitent pas ces injections. On sait que c'est le sujet sensible, et évidemment. Alors ce que dit cette pédiatre, qui est aussi épidémiologiste d'ailleurs, c'est que dans un premier temps, alors qu'on nous serine depuis des semaines, des mois maintenant, avec les contaminations des enfants, le rôle des enfants, bien sûr, existe dans la chaîne de transmission, mais il n'est pas majeur. Il n'est pas majeur. Les enfants ne développent pas de forme grave, comme je disais tout à l'heure, ne développent pas de forme grave du Covid. Donc, la vaccination qui aurait comme effet justement de protéger de ces formes graves serait donc totalement inutile. Inutile. Et qui plus est, dangereuse. J'en viens après. Inutile, c'est cette pédiatre qui dit, mais ne vaccinez pas les enfants, ne les injectez pas, c'est inutile. Certains pays en Europe, les États-Unis aussi, autorisent la vaccination des plus petits. Elle prévient que, oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est autorisé. Le profil des patients aux États-Unis est différent. Et nous avons en France pas le même profil. L'accès aux soins est différent aux États-Unis. Il y a un fort taux d'obésité. Bref, dans tous les cas, nous avons si peu de recul par rapport à ces injections. On a observé justement chez les jeunes des effets secondaires pas du tout, totalement différents de ceux observés chez les adultes. On ne peut pas nier ça. Et s'il y a bien, évidemment, un point d'interrogation, c'est quels seront les effets sur nos tout-petits. Personnellement, en tant que maman, je ne peux pas supporter cette idée. Et beaucoup de parents, j'espère, suivront ce non aux injections expérimentales sur nos enfants. Je rappelle qu'il y a eu beaucoup de décès de jeunes. Et Sarah qui fait, oui, la tête me confirme, beaucoup d'effets secondaires. Elle participe beaucoup à des actions justement de sensibilisation sur les effets secondaires, donc elle sait de quoi elle parle. On a eu beaucoup d'enfants, de jeunes décédés de manière complètement, surprenante après avoir été injectés. On ne peut pas nier ça. C'est un principe de réalité. C'est le fameux principe de réalité. Moi non plus, je ne suis pas médecin, mais je regarde ce qui se passe. Et je me dis simplement que si ce vaccin n'est pas utile, pour quelle raison on ferait injecter les enfants? Voilà. Donc ça, voici notre propos. Voici le propos de cette présidente de la Société française de pédiatrie, qui j'espère sera entendue. Elle propose aussi pourquoi alors ne pas mettre tout cet argent dans des maladies qui concernent réellement les enfants. Ça serait une priorité, et non pas dans des injections expérimentales qui seraient inutiles, qui plus est dangereuses. Alors, ils ont sorti dans leur chapeau
encore un autre intérêt, ne pas fermer les classes. Je n'ai plus de mots lorsque j'entends ça. Personnellement, je ne sacrifierai pas ma fille pour une raison d'organisation de classe. C'est la vie d'un enfant dont il est question. Ça n'est pas une organisation logistique. J'espère et j'appelle les Réunionnais, parce que c'est ce que nous lançons, une campagne de sensibilisation. Nous avons déjà commencé cette campagne de sensibilisation, mais là, elle prend encore plus forme avec la fédération et la réunion de nos énergies. Une forte campagne de sensibilisation pendant tout le mois de janvier, avant la rentrée scolaire, auprès des familles de la Réunion, pour justement qu'ils disent non, que tous ces parents disent non à ces injections sur leur marmaille. Alors là, vraiment, quand les gens me disent « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je leur dis « eh ben tu dis non, tu arrêtes !» Mais enfin, mais bien sûr qu'on peut se réveiller. Alors nous, Parents 974, ça fait des mois qu'on est là pour dire surtout, refusons ça. Et nous avons le pouvoir de refuser. Parce que là, c'est déjà le masque nous avait préoccupés. Mais maintenant, les injections, si des enfants meurent, je vous préviens, et je le dis haut et fort, que Madame la rectrice, que des responsables devront passer devant des juridictions compétentes. C'est clair. Il y aura une plainte déposée. Parce que oui, ils seraient donc responsables d'avoir accepté ça. Si les écoles se transforment en vaccinodromes, c'est clair que nous demanderons justement que des juridictions compétentes se penchent sur la question. C'est clair et net. Donc, parmi les actions de ces dernières qui arrivent, donc comme je dis, nous sommes en train nous avons lancé des actions de sensibilisation auprès des familles de la Réunion, avec des flyers qui sont clairs, pertinents, beaux aussi, parce qu'on a voulu que ça soit ludique, que ça soit clair en images, et on a vraiment une belle équipe, et j'en profite pour saluer tout le travail qui est fait par les graphistes, par les imprimeurs, par Sarah, par tous ceux qui contribuent. Et puis nous avons aussi une action vers le rectorat. Nous en parlerons un peu plus tard lorsque ça prendra effet. Une action forte aussi vers le rectorat. Et donc je rappelle que si des enfants devaient mourir de ces injections, ces personnes, nous passerons devant des juridictions compétentes, ça c'est clair. L'action du 8 janvier, c'est-à-dire ce samedi, évidemment, qui est un appel national, Parents 974, la fédération, se joindra évidemment à cette action dans ce temps qui est extrêmement grave. Merci de votre attention et merci de votre présence. Ah oui, on peut répondre aux questions, dit Laetitia. Bien sûr. Bonjour. Les injections pour les enfants ont commencé depuis les 11 vaccins, monsieur Dalle. Ensuite, il y a eu l'action des Gilets jaunes, qui, depuis novembre 2000... Merci beaucoup. Je reformule ma question. Donc, Jacques Marin, journaliste pour certains médias, ou indépendant aujourd'hui. Je vous en prie. Donc, je disais, les injections pour les enfants ont commencé depuis 2011, quand on connaît, si on est bien informé, le contenu de ces vaccins à l'époque. Et c'était sous la mandature Hollande. Où les Gilets jaunes, donc il y a eu les actions depuis 2018. On en arrive aujourd'hui à une belle action de votre part, qui est de fédérer, par le biais de vos compétences et professionnelles respectives, le monde associatif dans son ensemble le plus résistant. Mais on a un gouvernement qui s'assoit sur la Constitution depuis avant même l'élection de Macron. Moi, je vais employer le mot, ils emmerdent le peuple depuis novembre 2018. Voilà, maintenant j'applaudissements ou pas, peu importe. Quand on voit que beaucoup de conflits d'intérêts animent non seulement des animateurs pseudo-médecins de plateau, des journalistes dont on se demande où ils ont mis leur éthique, et ensuite des élus où très souvent l'absentéisme est de rigueur, est-ce que vous êtes quand même, et j'espère que c'est la réponse que j'attends aussi quelque part, est-ce que vous êtes vraiment motivé, et pour l'instant vous êtes pas très nombreux dans le monde juridique à monter au créneau, et tant mieux si vous le faites vous aujourd'hui. Et concrètement, par la suite, quelles actions comptez-vous mener au-delà de rencontrer M. Pathé Marconi, qui, comme vous le savez, est la voix de son maître. Merci à vous.
Il y avait beaucoup de questions dans votre question. Beaucoup d'émotions. Je vais vous répondre que les 11 vaccins ont effectivement été imposés, mais on est sur des vaccins sur lesquels on a un recul de 30 ans, 50 ans. Monsieur Macron, en octobre 2020, il a pris la parole pour dire si on vous promet un vaccin en 6 mois, on vous ment. Vous pouvez chercher. Monsieur Attal, en février 2021, il a indiqué qu'un pass vaccinal, c'était juste si on était sûr que le vaccin ne permettait pas de transmettre, parce que sinon, ça n'avait pas de sens. Vous pouvez vérifier aussi. Aujourd'hui, on a un vaccin qui est sorti en 3 mois, on n'a aucune étude à long terme. Je me substitue un peu aux médecins, mais c'est ce que j'entends parce que je m'informe et je pense que cette information-là, elle est à la portée de n'importe qui s'informe. On n'a pas d'études. On me dit toujours, les médecins nous disent que ce vaccin est bon. Alors pourquoi on ne le prendrait pas? Mais les médecins se sont transformés en voyants. Ils ont des boules de cristal. Ils sont capables de nous dire, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, je n'ai pas d'études, mais dans 5 ans, je te promets, il n'y aura pas de problème de cancer, il n'y aura pas de problème d'infertilité, il n'y aura pas de problème de maladie auto-immune. Il n'y aura rien de tout ça, je te promets. Je suis voyant, je peux te le dire. Oui, bonjour, Antoine de Digier pour le quotidien. Alors, donc déjà, il y a des études en vie réelle sur plus de 7 millions d'enfants. On voit que là, aux États-Unis, il y a eu 7 millions d'enfants qui ont été vaccinés dans une étude vie réelle. Il y a eu 14 effets secondaires et aucun vaccin de l'histoire de l'humanité n'a eu d'effets secondaires au-delà de 6 mois. Donc des trucs sur du long terme, ça n'existe pas pour les vaccins pour l'instant. Ensuite, est-ce que vous serez prête, Madame de Parent 974, à aller devant les autorités judiciaires s'il y avait des morts d'enfants du fait du Covid? Parce que dans le cas où ce qui est dit que le vaccin est utile pour la collectivité, pour les enfants et pour leurs familles, est-ce que il n'est pas du coup judicieux de protéger les enfants? Aujourd'hui, 4 janvier 2022, donc hier, on était sur 284 enfants de 0 à 9 ans hospitalisés, dont 51 en réanimation. 180 enfants de 10 à 19 ans, dont 19 en réanimation. 513 jeunes de 20 à 29 ans, dont 54 en réanimation. On est donc sur un effet qui existe sur les enfants. Et on a potentiellement une protection. Si jamais on se rend compte que ça protégeait réellement, comme le masque est censé protéger réellement, puisque vous vous positionnez contre le masque initialement, est-ce que vous serez prête à assumer la responsabilité d'avoir dissuadé les gens de se protéger du virus? Ça se retourne contre vous-même. Il n'y a aucune étude sur les masques, monsieur. Aucune. Il y en a plein. Aucune. Il n'y a aucune étude. Non, c'est pas vrai. Il n'y a aucune étude sur le masque, monsieur. Aucune, c'est pas vrai. Arrêtez la médecine de plateau, monsieur. En fait, il suffit de regarder. La démocratie, il faudrait qu'on l'applique des deux côtés, mademoiselle. Au moins, tout le monde est d'accord. Tu crois que c'est des sources françaises? Tu crois déjà? Alors, je vais répondre. C'est des sources Je vais du répondre, gouvernement, merci peut-être. monsieur pour votre question. Évidemment, je sais très bien que lorsqu'on commence à parler d'un sujet, à de dire dites non, de l'autre côté, on aura dit oui. Donc, je suis bien consciente de ça. Et alors, je rappelle que nous sommes avant tout un ensemble de parents dans Parents 974. Nous n'avons comme seule compétence la compétence de vouloir protéger la vie de nos enfants. D'accord? Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire, je suis avant tout une maman, hein, si je vous parle. Et j'ai pris la tête de l'association parce qu'il fallait bien une personne et je suis la présidente de cette association, je suis avant tout une maman. Voilà. Maintenant, évidemment que la plupart des gens, et j'espère, se sentent libres de choisir. D'accord? Nous, ce que nous demandons, c'est le libre choix depuis le début. En tant que citoyen, je demande avant tout de pouvoir choisir pour mon corps et pour le corps de mon enfant. Alors, peut-être que vous avez entendu dans mon appel tout à l'heure un appel à un grand nom. C'est vrai que je dis haut et fort, en effet, aux parents, faites preuve de bon sens, mais je n'ai pas d'autre pouvoir, monsieur le journaliste,
que ma parole, mon expression, et je ne suis rien d'autre qu'une maman qui dit à d'autres mamans et d'autres papas, faites gaffe. C'est tout. Après, je n'ai pas d'autre pouvoir. Maintenant, il est vrai que publiquement, nous invitons les parents à faire preuve de bon sens et à se demander est-ce que réellement, étant donné que le vaccin n'a pas d'utilité, alors, n'a pas d'utilité pour l'enfant. C'est-à-dire que moi, quand je vaccine ma fille de la DT polio, je sais que ça la protège de la maladie de la polio. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus ou pas? Oui. Ouais, super. Il y a aussi un intérêt individuel, la HAS, elle a annoncé il y a 2 semaines Ouais. par rapport au PIN pour l'enfant. Oui, alors maintenant, voilà, ce que je veux dire, je n'ai pas tout à fait tout entendu. La Haute Autorité de la Santé Oui. a annoncé il y a 2 semaines qu'il y avait un intérêt individuel à l'enfant, notamment par rapport au PIMS, qui était souvent développé post-Covid. Ouais. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous sensibilisons, monsieur, qu'il n'y ait pas de confusion, nous sensibilisons les parents autour de nous. On n'a pas plus de pouvoir que cela. On discute avec eux, on discute avec les familles, sur les marchés, dans les manifestations, avec nos voisins, autour de nous. Nous discutons en disant « faites gaffe ». C'est tout. Voilà, faites gaffe à ça, parce que maintenant, je suis prête, comme vous dites, à répondre, je ne sais quoi, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'assume j'assume de dire que oui, je crains fortement déjà pour moi, pour ma vie, ces injections, et encore plus pour mes enfants. Voilà, je l'assume 100%. Alors, si c'est ça, je vais passer devant un tribunal pour dire ça, je le dirai sans aucun problème. Voilà. Maintenant, il est vrai que les gens restent libres, évidemment, et nous soutenons, alors je vais le redire comme ça, nous soutenons 100% les parents qui ne souhaitent pas ces injections pour leurs enfants. Voilà. Et ils sont libres de choisir. Et nous souhaitons ce libre choix. Nous ne souhaitons pas que l'école nous oblige quoi que ce soit, parce que nous sommes inquiets fortement par rapport à ces injections. On a très peu de recul, monsieur, par rapport aux effets sur les enfants. Et en plus de ça, vous le savez, ces injections ne protègent pas de la transmission. Je ne vois même pas pourquoi il y aurait débat. Ils ne protègent pas de la transmission, ils n'empêchent pas la transmission, pardon. Donc en plus, on est en train de dire, injectons les petits pour protéger les plus grands, mais on sait très bien que ça continue de transmettre. Donc ça n'a aucun sens. Alors moi, je ne suis pas dupe, j'ai ma conviction qui est que je pense que de toute façon, il fallait un nouveau public de choix. Maintenant, après les adultes, après les jeunes, ce sont les petits, c'est tout. Voilà. Donc moi, je dis non aux injections pour les enfants et j'invite les Réunionnais à se poser la question, à faire preuve de bon sens et d'amour pour leurs enfants en les protégeant à leur façon. Voilà. Et d'arrêter de dire le quotidien, Gire. Alors j'aimerais juste prendre la parole. Je me présente Nelsie Guérin, je fais partie de la fédération. Ici, je ne parlerai pas au nom de quelque collectif que ce soit, je parlerai à titre personnel. Et je me permets juste, ce n'était pas prévu, hein, je me permets juste une parenthèse qui me semble importante compte tenu de la situation. Là, je vais me placer au-delà du débat des injections, des vaccinations, appelez cela comme vous voulez. Je vais me placer au-delà. Ce qui se passe en ce moment, ne le voyez-vous pas? Et je pose la question même à ceux et surtout à ceux qui ne sont pas en accord avec tout ce que nous disons. C'est la raison pour laquelle, monsieur le journaliste, je vous remercie d'avoir exprimé votre avis, même si je ne le partage pas. Parce que le piège, il est là. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on est en train de faire s'opposer la population française les uns contre les autres? Madame parlait tout à l'heure de l'impact juridique. Moi, j'aimerais vous parler de l'impact psychologique et de l'impact sur le réel de notre vie, de ce qui est en train de se passer. Quand j'entends, je ne l'ai pas entendu, mais quand j'entends dire qu'un président a osé déclarer que ceux qui refusent de se faire vacciner ne sont plus des citoyens, là, je suis très en colère. Parce que je suis une citoyenne. Même si, peu importe qui je suis, et c'est le message que j'aimerais faire passer, que j'ai une profession ou pas, que je sois parent ou pas, cela va au-delà des collectifs. Et en mon nom, Nelsie Guérin, j'appelle tous les citoyens,
ce samedi 8 janvier à venir à nos côtés. Parce que vous n'avez pas besoin d'adhérer à un collectif. Vous n'avez pas besoin de faire partie de notre fédération qui est si belle, et j'en remercie la Constitution et les initiatives qui ont été prises. Vous êtes tous des citoyens de France. Aucun président, rapportez cette parole, messieurs les journalistes, s'il vous plaît, je n'ai pas d'autre souhait. Aucun président d'une république, de son pays, ne peut écarter de son pays une partie des citoyens. Parce que là, excusez-moi, mais ici, c'est le professeur qui va parler. Parce que je suis professeur de lettres, mais je connais l'histoire. Je connais l'histoire. Et quand un chef d'État commence à faire la distinction entre telle communauté c'est partie de personnes, hein, un groupe de personnes, et telle autre, on va vers des choses très graves. Je ne vais pas utiliser des mots, mais je pense que tout le monde comprend. Alors moi, j'ai peur. Je suis une citoyenne de France. Je paye mes impôts. Je sers mon pays depuis 2007. Je suis enseignante et fière de l'être. Je sers mon pays. Je sers les enfants. Je paye ce que je dois. Et aujourd'hui, je devrais entendre que je ne suis pas une citoyenne de France? Alors oui, je suis en colère. J'appelle à la non-violence, toujours à la non-violence. Mais appelez votre colère, appelez votre dignité d'être humain, parce que c'est inacceptable. Inacceptable que demain, moi ou vous, qui avons toujours payé pour ce pays, qui avons toujours contribué pour ce pays, parce que nous avons peur d'une injection en phase expérimentale, parce que nous n'avons pas le même corps, parce que nous n'avons pas encore aujourd'hui à étaler notre vie privée, bien sûr, il est inacceptable que demain, on me ferme les portes d'un hôpital, d'un supermarché, et là je parle au nom de tous les miens qui ne sont pas présents et qui s'expriment à travers ma voix. Nous avons peur de ne plus avoir accès aux soins, nous avons peur de ne plus avoir accès aux vivres. Le cinéma, les restaurants, même si ça paraît futile, c'est un droit, et nous ne souhaitons pas en être privés. Vous entendez ma colère, j'espère que je ne vous fais pas peur parce que je reste Nelsie Guérin, non violente, et j'appellerai toujours à la population à faire attention, à ne pas basculer dans la violence. Mais je vous assure, la colère, elle est là. Et il était important pour moi de la faire entendre. J'ai peur et je suis en colère, je ne me sens pas reconnue en tant que citoyenne. Et j'aimerais vraiment que M. Macron reprenne ses esprits. La question est, quand on a fait... Une dernière question. Voilà, ce sera une dernière, oui. Est-ce que vous êtes en contact avec des avocats en métropole, notamment le vidéo bonjour. Alors je vais répondre à la question, c'est sommes-nous en contact avec des avocats de métropole? La réponse est très simple. Les avocats qui se sont levés dès le mois d'août. Aujourd'hui, il y a un collectif qui s'appelle les 300, dont nous faisons bien entendu partie. Nous échangeons toutes les semaines ensemble. Nous coordonnons nos actions, nous coordonnons nos recherches, nous créons un fonds documentaire commun qui permette à tous d'échanger tout ce que chacun d'entre nous produit sur l'ensemble du territoire pour que toutes les actions soient déployées au niveau régional sur la base du travail de tous les avocats qui font partie de ce collectif des 300 que je remercie. Il y a le collectif de Klaus Fulmich qui regroupe plus de 5000 avocats sur le plan mondial, hein, au passage. Je vais hurler alors. Oui, je disais donc, il y a le collectif de Klaus Fulmich qui regroupe plus de 5000 membres du barreau international. Hein. On parle d'ailleurs d'un Nuremberg 2, mais bon, ça c'est une toute autre perspective qui serait d'ailleurs très positive. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire face à, non pas une dictature, mais au totalitarisme qu'on voit arriver à grands pas? On va faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire lancer des actions parce qu'on sait que le droit est de notre côté. Et je sais que les avocats, que ce soit localement ou nationalement, vont se lever pour venir défendre parce que c'est leur ADN. Et je sais que les magistrats vont également regarder nos actions avec tout le bon sens qui est le leur et le sens de l'engagement qui est le leur. Donc je suis résolument optimiste.
Madame Laetitia Rigaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine donc de la création d'une fédération d'associations et de collectifs. Aujourd'hui donc je pense que vous allez lui donner naissance. Est-ce qu'il est possible de vous poser 2 ou 3 petites questions? Mais avec plaisir. Alors pensez-vous déjà être entendu davantage par les pouvoirs publics en créant cette fédération? Alors la fédération a pour objectif de rassembler les associations et les collectifs de l'île qui existent pour leur fournir effectivement un appui en termes de circulation d'informations et un appui juridique, puisque notre vocation à nous, c'est de défendre les droits et les libertés. Donc je pense que oui, le fait de rassembler ces gens qui se sont levés va leur permettre d'avoir plus de visibilité. D'accord. Ne pensez-vous pas que cette fédération, la naissance de cette fédération est un peu tardive? Écoutez, tout vient à point à qui c'est attendre et quand c'est le moment. Moi, je suis ravie que cette fédération voit le jour aujourd'hui et je vérifie tous les jours la motivation des gens qui la composent. D'accord. Comment un projet de loi peut-il nier à ce point aller tant à l'encontre d'autant de textes de normes de droit nationales et internationales? C'est bien la question qu'on entend poser aux magistrats français. On a un président ce matin qui nous a indiqué que cette loi elle était faite pour emmerder les Français, je m'excuse du terme, je reprends le sien, et qu'il irait jusqu'au bout, et qu'il y avait en France des sous-citoyens. On est complètement en dehors du cadre légal, on est complètement en dehors du cadre des textes nationaux et internationaux, et on se battra jusqu'au bout nous aussi pour faire valoir ses droits. D'accord. Que pensez-vous de la politique de M. Véran? Alors vous savez, je ne suis pas médecin. Je pense qu'en fait tout ce qu'il nous a dit ne s'est pas vérifié. Alors je m'interroge. D'accord. On constate également, je ne sais pas si vous l'avez vu depuis quelques jours, quelques semaines, un certain revirement des médias qui maintenant étayent des chiffres authentiques qu'on nous disait attendre et qui confirment effectivement que cette peur a été peut-être un petit peu exagérée, voire même beaucoup. Que pensez-vous de ce revirement des médias ? Vous savez, je pense que là, pour le coup, il est un peu tardif parce qu'au Danemark, on nous annonce la fin de l'épidémie et en France, on est en train de prendre des lois pour emmerder les gens. Alors effectivement, je trouve que ce revirement des médias est un peu tardif. Je pense que certains auraient dû faire leur travail de journaliste. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Vincent Boireau, vous êtes avocat, je crois. Oui, c'est bien ça. Vous allez donc seconder votre collègue Laetitia Rigaud dans la création de cette aventure, de cette association, enfin de cette confédération d'associations. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus ? Alors, la fédération a pour but de regrouper toutes les associations, toutes les personnalités, les personnes qui ont œuvré dans le cadre de la crise sanitaire à défendre les libertés individuelles qui ont été contraintes par ce cadre d'urgence. L'objet de l'association est donc de multiplier les moyens, d'avoir une meilleure visibilité et surtout de relayer des forces vives qui ont été facilement épuisées par un combat qui dure déjà depuis plus de 5 mois. D'accord. Comment expliquez-vous en tant qu'avocat l'apathie, voire même le silence assourdissant, il faut bien le dire, de votre profession en général, pour certains, voire même compatissant, si ce n'est sympathisant pour certaines ? Alors, il ne faut pas tout amalgamer, on est bien dans un débat de société où chacun a sa conviction. On est uniquement dans un débat de conviction et pas un débat de caste ou de profession. Chacun se sent impliqué comme il le veut ou comme il le peut dans ce débat. Nous, en tant qu'avocats, Laetitia et moi, nous avons senti qu'il était de notre devoir d'aider les personnes qui étaient soit nos clients, soit des personnes qui nous interrogeaient. Ça n'engage que nous. Chacun prend les engagements qu'il veut prendre et supporte les engagements qu'il veut supporter également. Vous pensez que M. Billan va vous entendre ? En tout cas, on va lui demander au moins de nous écouter. C'est son rôle et c'est notre rôle aussi de porter la parole des gens dans le cadre de notre profession et spécifiquement dans le cadre de la fédération que l'on va accompagner sur ses premiers pas de la semaine prochaine. Je vous rappelle que lors des différentes manifestations et demandes d'entretien, la préfecture a donc refusé de recevoir ceux qui tentaient d'avoir une discussion avec les pouvoirs publics. Est-ce que vous pensez donc déroger à cette règle qui semble d'airain ? Alors, nous ne pensons pas avoir de traitement de faveur de la part du représentant de l'État à La Réunion. Il est totalement dans son rôle. Donc on verra bien comment est-ce qu'il répond à nos invitations et nous ferons ce qu'il faut. Merci Maître Vincent Boireau. Est-ce que vous avez mis en place, sans être ironique dans ma question, un pôle juridique ?
pour apporter un soutien et répondre aux questions. Le coach juridique est opérationnel et efficace et motivé. Je m'adresse maintenant à la dame du métier de... Sage-femme. Voilà. Vous êtes toujours en exercice actuellement? Non, j'ai été suspendue par l'obligation vaccinale. Vous avez réagi tout de suite à cette décision gouvernementale ou est-ce que vous avez mis du temps à vous décider? En fait, dans notre métier, on nous apprend le discernement et la réflexion. Donc je suis vraiment dans cette démarche. Quand le produit est sorti en 3 mois, j'étais en train de réfléchir. Du coup, je me suis ralliée à mes collègues et tout ça et on réfléchissait. J'ai pas eu le temps de réfléchir longtemps, l'obligation vaccinale est tombée. Et moi, quand l'obligation vaccinale est tombée, j'ai été ahurie, j'étais bloquée. Parce que je veux réfléchir et choisir, je veux avoir du discernement. Mais là, j'étais obligée. Donc, j'ai réfléchi. Donc, pareil, je dois payer ma maison, mon fils fait des études. Qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, il y a la vie et il y a le matériel. Donc d'abord, dans l'urgence, je vais choisir la vie, je réfléchis et je verrai où je vais. Vous étiez sage-femme libérale, donc à domicile ou... À domicile. Qu'à domicile. Qu'à domicile. Mais vous avez quand même des contacts avec le milieu hospitalier. J'ai des contacts avec tous mes consoeurs. Alors moi, il y a une question qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, c'est cette histoire de lits, d'absentéisme de lits dans les hôpitaux. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on ne parle jamais des cliniques. C'est un petit peu le cas de ce qui s'est passé en 2019-2020 où on nous disait qu'il fallait envoyer les gens en hôpitaux, mais on ne parlait pas des cliniques. Elles n'ont pas été sollicitées. Et apparemment, elles sont toujours occultées. Pourquoi, d'après vous? Je n'ai pas de réponse par rapport à ça, parce que, si vous voulez, même par rapport au lit, cette politique a tellement... Merci. Donc concernant les cliniques? Cette politique a tellement malmené les hôpitaux publics, les soignants. Il y a eu tellement de... Comment ça? Nous n'avons pas été entendus, nous avons été souvent les dernières préoccupations de cet État. Donc du coup, dans l'urgence qui se traite autour des lits et toutes ces réalités qui se confrontent, ceux qui disent qu'ils sont en train de fermer des lits en pleine pandémie, ceux qui disent que les chiffres sont complètement travaillés, je ne sais pas, je ne peux pas répondre sur quelque chose où je n'ai pas une réponse objective. On peut parler spiritualité un petit peu, maître? On sait qu'actuellement... Christelle Marty, CHRYSTEL Marty, MARTI, présidente de l'association Parents 974 Mobilisation. Voilà. Comment? Je parle. Alors voilà, donc nous on est ravis de faire partie de cette fédération. Alors en fait, ce que je disais, c'est que la fédération, elle change rien et elle change tout en même temps. Elle change rien parce qu'en fait, toutes ces énergies, tous ces collectifs, ces associations, elles étaient déjà en place. Et ça change tout parce que on est tous réunis, fédérés, regroupés, toutes ces forces vives et toute cette énergie-là, collective et regroupée. Et je souhaite qu'on puisse justement produire des actions. On a déjà commencé à produire parce qu'on a un combat encore à mener et des défis qui sont grands, qui nous attendent. Alors nous, avec Parents 974, en fait, on est bien sûr sur des combats depuis des mois. D'abord le port du masque, ensuite le pass sanitaire pour les jeunes. Et là, le nouveau combat, ce sont les injections sur les enfants, les 5-11 ans. On est bien sûr dans un refus catégorique de ces injections. On refuse parce qu'elles sont inutiles, ces injections. Elles ne protègent pas nos enfants. Elles protégeraient, soi-disant, la communauté, mais ce n'est pas un enfant qui doit protéger les plus grands. Et en même temps, elles peuvent être dangereuses parce que nous avons très peu de recul par rapport à ces injections. Donc nous disons non à ces injections et nous invitons les parents de l'île de la Réunion, les familles justement, à être vigilants, à bien sûr choisir ce qui est juste pour eux et pour leurs enfants, mais surtout à faire preuve de bon sens et de vigilance par rapport à ces injections. Quel message feriez-vous passer aux autorités? Alors nous, ce qu'on souhaite faire passer aux autorités, c'est déjà, on aimerait avoir un peu plus d'écho, un peu plus de débat avec eux, une rencontre. Nous souhaitons rencontrer à nouveau la rectrice, nous souhaitons rencontrer Madame de l'ARS, le préfet, on attend de les rencontrer pour quand même trouver des solutions. Le port du masque, nous avons demandé
un aménagement vu les températures que nous avions. Sur le port du masque, nous avons demandé une étude d'impact, ça n'a pas été fait. Et sur les injections, nous ne souhaitons pas, nous nous opposons formellement à des vaccinodromes dans les classes, dans les écoles. Donc nous attendons effectivement qu'il y ait du retour de leur part. On ne peut pas être méprisé comme ça depuis des mois. Et nous sommes méprisés depuis des mois, alors que nous protégeons avant tout la vie de nos enfants. Concernant justement les enfants et la vie scolaire, on assiste à des prises de position stakhanovistes, voire extrémistes de la part de chefs d'établissement concernant justement les enfants et la vaccination qui rentrent totalement dans la doxa gouvernementale. Que dites-vous à ces chefs d'établissement et à ces responsables? Alors, moi, la première chose, c'est que ces chefs d'établissement, ces professeurs qui osent justement parler ouvertement de la vaccination aux jeunes, comme vous dites, en suivant la doxa gouvernementale, déjà, ça n'est pas leur rôle. Ça n'est pas le rôle de l'école de faire la propagande de quelconque médicament. Donc ça, c'est une chose, et nous ne souhaitons pas que l'école prenne ce chemin-là. C'est une chose. Nous avons alerté aussi, Madame la rectrice, des dérives et des abus de certains professeurs ou chefs d'établissement par rapport au port du masque. Nous demandons que les certificats médicaux, par exemple, soient respectés, qu'on ne punisse pas un enfant parce qu'il a osé respirer un peu sans son masque. Tout ça, nous sommes très vigilants par rapport à ça. Maintenant, nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'école reste une école de la République, ouverte à tous, sans discrimination. Et nous souhaitons que tous les enfants, tous les jeunes soient accueillis à l'école dans des conditions dignes et respectueuses de leur santé. Voilà. Merci Christelle Marty. Vas-y. Oui, alors en ce moment, ce qui se passe, c'est que le gouvernement a affirmé qu'il n'y avait aucun intérêt individuel à injecter les enfants. En revanche, il a dit qu'il y avait un intérêt parce que ça éviterait de fermer les classes. Que les parents ne soient pas dupes par rapport à ces arguments, que j'estime qu'ils ne sont pas justes. On n'a pas à sacrifier la vie de nos enfants, parce que c'est ce qu'on risque de faire. On n'a pas à sacrifier la vie de nos enfants pour une question d'organisation et de logistique. Ils ont à trouver des solutions, mais ils n'ont pas à sacrifier la vie de nos enfants. Donc que les Réunionnais restent vigilants par rapport à ces injections et qu'ils les refusent. Voilà. Merci Christelle Marty. Bonjour, Nelsie Guérin, donc je parle à titre individuel, mais tout le monde me connaît comme exerçant la profession d'enseignante. Ici, je tenais vraiment à prendre la parole en tant que citoyenne, parce que cela va au-delà des étiquettes des professions, ou des collectifs, ou des fédérations qui se sont créées. Et je tenais à faire comprendre aux gens que le problème va au-delà de cette histoire d'injection ou de vaccination, peu importe le mot qu'on emploie. Je crois que là, il se dessine très nettement une volonté, alors consciente ou inconsciente, peu importe, mais une tendance à vouloir faire se diviser les gens. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. On est en train de faire se dresser contre les autres, les vaccinés d'un côté, les non-vaccinés de l'autre. Et surtout, on est dans une société qui est en train d'exclure, de rejeter les personnes qui n'ont pas le pass, donc qui ne sont pas vaccinées. Et ça, c'est très grave, c'est vraiment très grave. Quand on arrive dans un endroit et qu'on nous dit « Ah non, présentez telle chose, sinon vous n'avez pas accès à », c'est horrible. Psychologiquement, c'est une blessure de rejet, c'est une blessure d'exclusion. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Tout le monde doit avoir les mêmes droits. Nous sommes en France. Égalité. Voilà, pour moi, c'est ça. Et je tire la sonnette d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Tout le monde me connaît bien pour ça. J'aime bien faire de la prévention. J'adorerais me tromper aussi. Mais là, je pense qu'après les propos de M. Macron, il n'y a plus de doute. Alors, est-ce qu'on pourrait rappeler ces propos de M. Macron qui ne sont pas vieux, puisque ces propos ont été tenus cette nuit, je crois? Alors, moi, je ne l'ai pas entendu de mes oreilles. J'ai entendu ce qu'on rapportait, j'ai lu ce qu'ont rapporté les différents médias, et voilà. Donc, j'ai cru comprendre qu'il avait dit on va emmerder les non-vaccinés, on va
vécu de la citoyenneté française. Voilà, et surtout, on dira de ces gens qu'ils ne sont plus des citoyens français. Mais ça va pas ou quoi? Moi, je donnais mon exemple, effectivement. Je sers mon pays depuis une quinzaine d'années, d'ailleurs, depuis 15 ans, je travaille, je paye mes impôts. Vous êtes enseignante, hein? Je suis enseignante, mais peu importe, quelle que soit mon activité professionnelle, je sers mon pays en payant mes impôts, en payant toutes les taxes d'ailleurs qu'on paye quand on achète le plus petit objet qui soit. Donc, s'entendre dire par un président qui a quand même cette autorité morale, voilà, quand même. Et politique. C'est monsieur le président que nous respectons. Et l'entendre dire des choses comme ça, mais ce n'est même pas digne de sa personne. Et là, j'appelle, je ne pourrais pas lui parler en personne, évidemment, mais il serait bien que ces hauts dirigeants reprennent un peu de tenue, un peu de contenance. On ne peut pas éjecter de la population française une catégorie de personnes sous quelque prétexte que ce soit. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devient, le regard qu'on porte sur nous, alors moi je m'inclus, hein, parce que je ne suis pas vaccinée, je n'ai pas de passe. Donc le regard qu'on pose sur moi, c'est que je suis une pestiférée. Mais c'est quoi cette histoire? Là on repart en 39-45, là on repart dans... Eh ben oui, c'est pour ça que certaines personnes ont mis l'étoile jaune à un moment. C'est pas une insulte aux juifs. C'est parce qu'on est en train de dire attention. C'est le même processus. Attention, parce que c'est le même mécanisme. Propagande, on fait peur. Propagande propager la peur. Des médias qui propagent la peur. Déjà, ça c'est interdit de faire peur aux gens. On a fait peur aux gens. Ensuite, l'étape suivante, on est en train de dire, au début, tout le monde était des pestiférés. Hein. Tout le monde devait porter le masque, tout le monde devait... Voilà, c'est encore le cas d'ailleurs, ça n'a pas de sens. Mais aujourd'hui, on est en train de dire, il y a les bons citoyens. Les bons citoyens, ce sont ceux qui se font injecter. Et les mauvais citoyens, ce sont ceux qui désobéissent. Eh bien non, monsieur Macron. Non. Nous, en tant que citoyens, nous avons le droit de dire non à des lois qui nous semblent graves, qui nous semblent menaçantes et qui nous semblent irrespectueuses et qui sont irrespectueuses de nos personnes. Donc moi, je continuerai à dire non à monsieur Macron, aux lois, non aux lois sur ce point-là. Dès lors qu'elles portent atteinte à l'intégrité psychologique des enfants. Tout à fait, quand elles portent, mais pas que des enfants, mon intégrité psychologique est en danger. Moi, quand j'entends un président que je sers indirectement, parce que je suis fonctionnaire de l'État, effectivement, il est bon de le rappeler dans ces cas-là. Quand j'entends une figure d'autorité que je sers, pour qui je travaille, dire que je suis éjectée de la population, mais c'est quoi cette histoire? Et après, c'est moi qu'on va traiter de personne en délire. Alors effectivement, je m'anime, j'ai de l'émotion, mais je garde du bon sens. Je crois que pas mal de Français et de Réunionnais vont se reconnaître un peu dans ce que vous dites. J'aimerais que les personnes qui se reconnaissent, hein, encore une fois, je ne suis pas en train d'essayer de dicter aux gens leur conduite, je suis contre ça, je milite pour la liberté de choix. Mais si les gens s'entendent à travers ma voix, venez avec nous ce samedi 8 janvier à 11h au bar à choix. Je serai présente et venez exprimer ce que vous avez à exprimer d'ailleurs. Si vous avez un dernier message à faire passer auprès des Réunionnais, quel serait-il? Eh bien, le message serait le suivant, nous sommes tous concernés et si on ne se lève pas maintenant, tous, eh bien, enfin une majeure partie, parce qu'on n'aura jamais tout le monde bien sûr, mais si on ne se lève pas maintenant, très rapidement on ne pourra plus le faire. Et ma crainte, elle est là. Merci bien. Merci à vous.